Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brunel. Bonsoir, les vraies voix du Tour de France pour comprendre les enjeux de la grande boucle. Au sommaire de cette émission, le premier bilan des Pyrénées. Pogačar devient-il le patron du cyclisme mondial? La sécurité des coureurs encore en question. Les organisateurs doivent répondre des casse-têtes toujours plus nombreux. Pourquoi? Et puis des étapes à 50 km/h de moyenne. Est-ce bien raisonnable? Bonsoir Gilbert Duclos-Lassalle et bonsoir Pierrick Fédrigo. Bonsoir Frédéric, bonsoir. Ouais, bonsoir Fred, Ça bonsoir Gilbert. sent le sud-ouest là. Et oui, faut-il vous rappeler Gilbert Duclos-Lassalle, double vainqueur de Paris-Roubaix. Et puis Pierrick Fédrigo, l'homme des étapes du Tour de France. Il en a gagné 4, dont une à Pau chez vous Gilbert. C'est dire, vous êtes lié à vie. Oui, c'est dur de gagner chez soi et Pierrick a réussi à faire à chaque fois quelque chose d'extraordinaire. Bon, messieurs, vous avez vibré sur le Tour de France aujourd'hui. Alors avec nos envoyés spéciaux, est-ce que Vincent Barthaud est déjà avec nous? Il est là, Vincent. Bonsoir Vincent. Ouais, salut à tous. Bon, vous avez vu, on a un beau plateau, hein. Les gars du Sud-Ouest sont là, Gilbert Duclos-Lassalle et Pierrick Fédrigo, hein. C'est pas, hein, quand même. Bon, là, ça va pas rigoler, hein. Bon, messieurs, on revient sur la démonstration du jour. C'était la 13e étape, le contre-la-montre de 10 km 900. Alors déjà, sur 10 km 900, Gilbert Duclos-Lassalle, c'était du jamais vu, ce contre-la-montre. C'est partir à fond. Comment on gère ça? Là, on n'avait jamais vu des chronos comme ça sur le tour court de 10 km, mais c'était 10 km quand même avec des ascensions, et c'est pour ça qu'il y a eu la différence des grimpeurs par rapport aux rouleurs. Et le choix aussi du matériel. Certains avaient pris le vélo normal, d'autres avaient pris le vélo avec le guidon triathlète, avec les prolongateurs. Donc c'était des choix de chacun, et on avait un Pogačar qui a fait une démonstration encore aujourd'hui. Ah oui, Pierrick Fédrigo, ça paraît simple, on se dit, oh bah ils n'ont que 10 km 900, mais c'est un enfer quand on fait ça, hein Pierrick, vous qui n'aimiez pas en plus les contre-la-montre. Ouais, après, l'effort, ça ressemble beaucoup à un prologue. Hein. C'est voilà, bon là c'est sur 10 km, c'est une course de côte, donc forcément il faut être prêt dès le départ, il faut être chaud dès le départ, mais bon, ça fait déjà une bonne dizaine de jours que les coureurs sont chauds. Donc voilà, après, comme disait Gilbert, le matériel, tout le monde prend un petit peu ce qu'il veut. Ensuite, voilà, franchement, il y a que les 10 premiers vraiment qui se mettent vraiment dans la course. Après, le reste du peloton, ils font le contre-la-montre. Je vais pas dire en dedans parce que c'est dur, mais ouais. Oui, parce que des délais, surtout. Oui, voilà, c'est ça. Il y a les délais parce que on va le redire aux auditeurs de Sud Radio, mais quand vous terminez très loin sur une étape du Tour de France, vous êtes obligé de limiter la casse parce que sinon on se dirait bah tiens, aujourd'hui je me repose, je mets 2 heures de plus et demain j'attaque tout le monde. On peut pas faire n'importe quoi. Alors Vincent Barthaud, qui nous avait commenté l'arrivée, juste un petit détail, le dernier de l'étape a pris 8 minutes 28 de retard sur 10 km 900. Bon, le vainqueur c'est Tadej Pogačar à 28 km/h, 431 de moyenne sur un col terrible. Il est vraiment intouchable, Vincent, Tadej Pogačar. Vincent Barthaud. Si on avait respecté les délais... Oh merde, je croyais que j'étais du Sud-Ouest, pardon. J'ai pris l'accent avec les copains. D'accord, oui, vous êtes toujours avec nous, ça va aller Vincent Barthaud, hein? Ouais, ça va. Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, quand même. Oui, j'ai très bien entendu la question. Oui, non, mais il est intouchable. Voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui peut l'arrêter. On lui souhaite d'aller comme ça jusqu'à Paris et qu'il n'ait pas un petit virus ou quoi, ou qu'il soit malade ou une chute. Mais pour l'instant, quand il faut courir à la pédale, il gagne à la pédale. Donc voilà, même demain, si jamais il contrôle tout, s'il a envie encore de gagner, il va gagner. L'image du jour, messieurs, on est d'accord, c'est le champion du monde de la discipline, celui qui était 3e du classement général, Remco Evenepoel, qui est doublé par le 2e. Il partait de 2 minutes en 2 minutes, hein, Vincent, c'est ça? Exactement, mais ça fait mal hein, quand même. Hein, quand tu es champion du monde de la discipline, tu te fais reprendre, même si on a vu que c'est pas du grand Remco. À part le contre-la-montre à Caen où voilà, c'était un parcours vraiment pour lui tout plat, mais pour quelqu'un qui sort d'un podium du Tour de France l'an dernier, il pourra pas faire un podium cette année parce que moi je le trouve quand même en moins bonne condition, et ça s'est confirmé même sur un contre-la-montre comme aujourd'hui. Normalement il se fait pas rattraper, normalement il fait dans les 3-4 premiers, 5 premiers.
Je donne rapidement les résultats des Français. Lenny Martinez, le premier Français de l'étape, lui, le pur grimpeur, s'est classé à la 9e place. Et Kevin Vauquelin, très important, à la 11e. Kevin Vauquelin, on en reparlera tout à l'heure, puisque dans la deuxième partie de l'émission, Emmanuel Hubert, son manager, qui l'a suivi pendant toute l'épreuve, il était dans la voiture derrière Kevin Vauquelin, sera notre invité et on parlera avec lui. En tout cas, aujourd'hui, au classement général, Kevin Vauquelin glisse à la 6e place, mais toujours bien placé. Messieurs, je voudrais qu'on parle du rôle de Pogačar. Gilbert Duclos-Lassalle, bon, à l'époque, vous étiez un des patrons du peloton. Vous avez toujours été comme ça, c'est le Béarnais. Vous étiez le chef, vous avez été aussi aux côtés de Greg LeMond, un grand champion. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que Tadej Pogačar a l'envergure, alors bien sûr au niveau de ses résultats, mais aussi au niveau de la personnalité d'un vrai patron du vélo? Mais je pense qu'il fait partie de cette génération qui sont exceptionnelles, comme l'a été Anquetil à son époque, comme l'a été Merckx à son époque, comme l'a été Indurain, Hinault à leur époque. C'est des machines au-dessus. Et après, derrière, vous avez les gens qui jouent les places placées. La seule chose qui peut arriver à Pogačar et qu'on ne lui souhaite pas, c'est une chute qui peut se produire, on ne sait jamais tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée. Mais pour moi, il fait partie des grands monsieur qui est capable de tout gagner. Pierrick Fédrigo, bon, alors pas cette année, parce que je précise, vous êtes maintenant responsable de gîte. On va juste rappeler où est-ce que c'est. On peut aller chez vous. En plus, vous vous rendez compte, vous allez dans un gîte chez le quadruple vainqueur d'étape du Tour de France. C'est où, Pierrick? Alors, c'est dans une petite commune en Lot-et-Garonne, parce que je suis quand même fier de mon Lot-et-Garonne et j'ai toujours voulu y rester. La commune de Lalandus. Je suis au nord du département, du Lot-et-Garonne, aux portes de la Dordogne. Alors, du coup, cette année, vous n'êtes pas allé sur le Tour de France. Je précise que vous regardez tout parce que vos potes sont encore là, tout ça. Vous avez beaucoup d'échanges. Qu'est-ce qui se dit sur ce Tadej Pogačar? Est-ce qu'il a une cote, on va dire, d'affection? Est-ce qu'il est respecté? Est-ce qu'il est craint? Est-ce que ça change? Par rapport aux coureurs ou par rapport... Par rapport aux coureurs. Par rapport aux coureurs, ouais. Par rapport aux coureurs, j'ai pas trop de contact moi avec les coureurs, mais après c'est vrai que quand on voit un coureur comme Pogačar qui est là depuis le début de la saison, avec toutes les classiques qu'il a pu faire, tous les résultats qu'il a pu faire sur les classiques, il est encore là sur le Tour, donc voilà. Après c'est un coureur. Comme disait Gilbert, voilà, de génération, comme l'a été les Hinault. Il y a un coureur comme ça tous les 10 ans peut-être, et il fait partie de cette génération-là. Vincent Barthaud, il a quand même perdu à 2 reprises le Tour de France et à chaque fois face à Jonas Vingegaard, qui est son suivant au classement général. Est-ce que il est devenu encore plus fort, ou est-ce que finalement les 2 années où il avait perdu contre Jonas Vingegaard, c'est parce qu'il n'avait pas été sérieux dans sa préparation, Vincent Barthaud? Sérieux, simplement, souvenez-vous, la première fois où il a perdu, il a été victime d'une défaillance dans l'ascension de Takam. Voilà, ça arrive. Après, Vingegaard, lui, a été vraiment très fort. Et la seconde fois, il revenait d'une chute d'un poignet, il n'était pas en bonne condition, Pogačar, ce qui fait qu'il y a eu un nouveau succès de Vingegaard. Mais depuis l'année dernière, ça s'est inversé. C'est Vingegaard qui a une terrible chute quand même. Et ça a permis à Pogačar de gagner, mais je crois que Pogačar a énormément progressé et que Vingegaard n'est plus au niveau d'où il était un peu avant, depuis sa chute en fait. Je trouve qu'il n'a pas... Déjà pour moi, il court pas assez, il s'entraîne beaucoup, mais il n'a pas beaucoup de compétition dans le... Voilà, je pense qu'il va falloir revoir un petit peu des choses au niveau de sa préparation, mais pour conclure... je trouve que Pogačar, lui, a vraiment énormément progressé par rapport à ses premiers succès sur le Tour de France. Alors, c'est très important ce que vous dites, Vincent Barthaud. Vous dites Jonas Vingegaard ne court pas assez. Alors là, je me retourne vers le double vainqueur de Paris-Roubaix, Gilbert Duclos-Lassalle, qui faisait, même si... Alors, ils ont la même passion d'ailleurs, Pierrick Fédrigo et Gilbert Duclos-Lassalle, c'est la chasse. Donc, en général, les courses de fin de saison, il les faisait pas trop. Le Tour de Lombardie, le... Ah, messieurs, vous rigolez, je vous vois. Voilà. Mais
En fait, aujourd'hui, ce qu'est en train de faire Pogačar, c'est ce que faisait Merckx et Hinault, c'est-à-dire essayer d'être présent sur toute la saison. Est-ce qu'au bout du compte, c'est mieux, ou alors du temps d'Indurain et de Armstrong, pardon, je sais, sur les parallèles Armstrong et tout, mais on va faire ce parallèle où ces deux-là, Indurain et Armstrong, ne visaient que le Tour de France. Alors, c'est quoi la bonne recette, finalement, Gilbert Duclos-Lassalle? Non, quand Pogačar a été battu, je crois qu'il n'avait pas la préparation idéale parce qu'il revenait de chute ou des choses comme ça. Et je pense que c'est un garçon avec tout son staff, toute la préparation qui est complètement différente par rapport à ce que j'ai connu. Peric a certainement connu certaines choses que moi j'ai pas connues. Il y a une préparation de ces athlètes aujourd'hui, c'est au millimètre près. C'est à la nourriture près qu'ils mangent. Et s'ils brûlent 300 calories, ils doivent manger 300 calories. Je crois que c'est toute une préparation, que ça soit sur l'athlète, que ça soit sur les machines, qui se fait aujourd'hui, qu'on n'a pas connu, que moi j'ai pas connu, que Vincent Barthaud, je pense, n'a pas connu. Peric est un peu plus jeune que nous, je pense qu'il a connu certaines choses, mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de très pointu. Et je pense que Pogačar, dans ses défaites, a appris qu'il fallait qu'il fasse quelques courses avant le Tour de France, et c'est ce qui s'est produit cette année. Quand on regarde le parcours qu'il fait, il fait un parcours, je dirais, digne d'un Bernard Hinault, d'un Merckx de l'époque. Alors, il y a des coureurs de votre génération, Pierrick Fédrigo, comme le sprinter allemand Marcel Kittel, ou encore le Hollandais Dumoulin. Vous avez couru contre eux, ils sont un peu plus jeunes que vous, mais qui ont fait un burn-out parce que, et Gilbert Duclos-Lassalle vous a tendu la perche, Pierrick Fédrigo, est-ce que la vie du coureur cycliste devient de plus en plus la vie d'un moine? Disons que j'ai peut-être arrêté à cause de ça, justement. Ah, je voulais vous entendre le dire, mais c'est bien, c'est honnête. C'est honnête. Expliquez-nous, Pierrick. Parce que en fait, c'était pas le vélo comme je le voyais, c'était pas le vélo comme je l'aimais, en fait. Voilà, j'étais peut-être un coureur encore à l'ancienne, même si je suis plus jeune que Gilbert, mais voilà, moi j'étais même à la préparation à l'ancienne, quoi. C'était le pignon fixe, c'était voilà. Aujourd'hui, quand on parle aux jeunes de faire le début de saison avec du pignon fixe, ils se demandent ce que c'est, quoi. Donc on rappelle, c'est un pignon seul, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une vitesse, on est toujours obligé de pédaler. Là maintenant, vous avez des datas, tout ça, et vous, c'était pas votre truc. Et c'était d'autant moins votre truc que par chez vous, là-bas dans le Lot-et-Garonne, on mange bien, et manger que du gel, c'est pas l'idéal. Messieurs, on restait bien avec nous. Les auditeurs de Sud Radio ont peut-être des questions à vous poser, n'hésitez pas au 0826 300 300. En tout cas, Gilbert Duclos-Lassalle, Pierrick Fédrigo et Vincent Barthaud restent avec nous pour cette première partie des vraies voix du Tour de France. On va parler un petit peu de ce fonctionnement. Ça va de plus en plus vite. Il y a des accidents, il faut voir comment trouver des solutions. Le vélo aussi à 360 degrés. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio fait son tour de France. Frédéric Brindel. Au soir de la 13e étape, un contre-la-montre de 10 km 900 avec l'arrivée à Péragude. Nouvelle démonstration de Tadej Pogačar, le Slovène, qui remporte l'étape et qui, au classement général, devance son suivant, Jonas Vingegaard, le Danois de 4 minutes 7 secondes. Le premier Français est 6e, Kevin Vauquelin. Nous aurons tout à l'heure son manager, Emmanuel Hubert, avec nous. Pour l'instant, nous avons la joie d'avoir un double vainqueur de Paris-Roubaix. Chez lui trône les pavés, Gilbert Duclos-Lassalle. Nous avons la joie d'avoir un quadruple vainqueur d'étape, Pierrick Fédrigo, qui s'était offert la joie de sprinter et de battre Lance Armstrong. Et nous avons la joie d'avoir notre consultant, Vincent Barthaud, maillot jaune sur le Tour de France et vainqueur de la fameuse étape du 14 juillet 1989 à Marseille. Messieurs, des étapes à 50 km/h de moyenne. Beaucoup d'auditeurs nous posent des questions, beaucoup d'interrogations. Alors, Vincent Barthaud, déjà, vous êtes au contact des coureurs au quotidien sur le Tour de France. D'aucuns disent que les vélos ont changé. Est-ce que ça fait toute la vitesse à 50 de moyenne, Vincent Barthaud? Une bonne partie. Après, il y a le matériel, effectivement. Il y a la route qui est meilleure, l'entraînement qui est meilleur. Maintenant, on connaît mieux quand même les athlètes, on sait mieux les entraîner. Et puis la nutrition aussi, ils sont vraiment au top du top. Il y a un gain de temps qui est énorme maintenant parce que
Moi, je me rappelle, on va pas parler comme des vieux, mais comme dans le temps avec Gilbert, on se tassait dans la voiture pour rentrer. Maintenant, ils rentrent dans leur bus, ils prennent la douche aussitôt avant d'aller à l'hôtel, ils font la collation dans le bus, et ils arrivent à l'hôtel, ils n'ont plus qu'à se faire masser. Donc, c'est un gain énorme. Et puis, le matériel, si on veut revenir sur le matériel, c'est vrai que maintenant, avec les roulements et autres... Ils roulent facilement à 50 km/h. Moi, j'ai mon fils qui a reçu un vélo l'autre jour, une parenthèse. On lui a prêté un vélo le même que Visma. Ouais. Et je peux vous garantir, il m'a fait voir le vélo, il m'a fait rouler la roue. Il m'a dit, regarde, il a tourné la roue, il s'est mis à rouler. C'était donc son vélo à lui. Et il m'a dit, ça m'étonne pas que ça roule vraiment à plus de 50 km/h. Mais si vous voulez aussi, les filles roulent très vite maintenant. Elles roulent à plus de 40 km/h aussi. Donc un homme peut rouler aussi facilement à 50 maintenant. Vous, Pierrick Fédrigo, qui avez connu les années Armstrong, vous faites partie de cette génération magnifique de coureurs cyclistes français. On peut y ajouter Sylvain Chavanel, Sandy Cazard, David Moncoutier. Vous étiez propre, on le savait, c'était après l'affaire Festina, et vous vous êtes pris la mafia d'Armstrong avec ses dopés. Est-ce que, Pierrick Fédrigo, vous dites aujourd'hui que la situation n'est pas la même? Si ça va aussi vite, c'est pour autre chose, ou est-ce que, honnêtement, vous posez des questions, Pierrick? Poser des questions, forcément qu'on a les souvenirs qui remontent, hein, quand dire, je me mets à la place des Français qui prennent un petit peu des coups de bâton un petit peu tous les jours. Donc c'était un petit peu la même situation qu'on était quand c'était les années Armstrong. Donc voilà, après l'évolution du matériel. Après moi, ce qui m'impressionne, c'est les braquets, quoi. C'est les braquets. Je sais pas, aujourd'hui, je crois que j'ai vu Pogacar, il avait 55-38. Ouais. Alors que ça montait tout le temps, effectivement. Ouais. Alors 38 à l'arrière. 38, il avait, je crois que c'était 11-34 derrière. Bon, après, Alors la question, effectivement, c'est est-ce qu'on peut l'emmener? Mais après, quand on a autant de possibilités d'écart de vitesse, voyez votre vélo, vous, monsieur tout le monde ou madame tout le monde de Sud Radio, vous avez 7 vitesses. Si vous avez plus de possibilités de mettre des vitesses, vous pouvez plus varier la vitesse. C'est ça, Pierrick, hein? Après, moi, c'est un braquet que j'aimerais essayer pour voir un petit peu la sensation que ça donne déjà de rouler avec 55, parce que même moi, j'ai pas eu le souvenir, même dans les chronos, d'avoir un 55. Aujourd'hui, ils ont des 68 dans les chronos. C'est-à-dire que pour un coup de pédale, votre vélo se déplace plus vite, mais ça veut dire plus de résistance, donc plus de puissance musculaire. Bon, voilà, c'est ça. Bon, Gilbert Duclos-Lassalle, je veux vous emmener sur quelque chose que vous connaissez bien, Gilbert. Vous êtes aussi organisateur de courses, notamment pas mal dans votre région du Béarn. Et puisque ça va plus vite, on a dit pourquoi, on a aussi plus d'accidents. Et aujourd'hui, c'est une galère pour les organisateurs dont vous faites partie de gérer ces courses de vélo qui vont de plus en plus vite sur des routes. Alors, Vincent nous disait qu'elles sont de mieux en mieux, ces routes, mais avec les mobiliers urbains, elles sont de plus en plus dangereuses aussi, Gilbert. Oui, je voulais juste ramener un petit point quand même sur les vélos, et que les coureurs vont beaucoup plus vite par rapport à nous. Leur position, je me suis intéressé beaucoup à ça, leurs positions ont complètement changé par rapport à nous. Nous, on était des coureurs qui étaient beaucoup plus sur le recul de la selle, et on travaillait en puissance, et on avait des longues manivelles, et on mettait des grands plateaux. Aujourd'hui, ils sont avec des manivelles de piste, des 165 de long, et ils mettent des grands plateaux. Mais ils sont complètement à l'avant du vélo, ce qui leur change le point mort. Quand on a le point mort, la pédale en haut, la pédale en bas, le point mort est beaucoup plus petit et il s'enroule beaucoup plus facilement. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Gilbert, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous rejoignez Cyril Guimard qui la semaine dernière nous disait la même chose et qui regrettait cela. Alors évidemment c'est plus efficace, mais c'est plus dangereux, d'où les chutes. Je reviens sur ces chutes, je reviens sur ces difficultés des organisateurs. Les chutes, je pense qu'aujourd'hui les coureurs ont beaucoup trop d'éléments. On a parlé longtemps, et Pierrick l'a utilisé plus que moi, on a parlé longtemps, on a décrié les oreillettes, mais aujourd'hui, l'oreillette, elle est complètement démodée. Aujourd'hui, les garçons, ils ont complètement un GPS sur la route, ils voient les courbes, ils savent s'il faut freiner, en plus, avec les freins à disque, ils ont un meilleur freinage que nous, on avait avec des patins. Parce que quand on regarde un peloton qui roule, un peloton du Tour de France ou un peloton de classique, il n'y a pas de trou entre eux. Nous, on laissait toujours une marge de sécurité, qu'aujourd'hui, cette marge de sécurité, elle n'y est plus. Donc, la moindre faute, hop,
les coureurs sont par terre. Et on le voit sur les chutes. Ceux qui sont derrière, qui ne devraient avoir rien, ils ne devraient pas être dans la chute, freinent trop sec, les vélos se mettent en travers et ils partent en gamelle, quoi. Ouais. C'est tout plein des détails comme ça qui a fait qu'il a amélioré la vitesse. Et un mot sur le mobilier urbain aussi, Gilbert. Gilbert, parce que c'était aussi votre point de vue d'organisateur de course qui était aussi important. Il y a ces dangers sur les routes. Oui, quand on est organisateur, eh bien, on a le souci d'avoir des routes, notamment chez les courses amateurs, où les routes ne sont pas fermées, elles sont juste privatisées temporairement. Donc automatiquement, on a le souci des véhicules qui viennent en face. Et moi, en tant qu'organisateur, je demande aux personnes qui s'occupent de faire les parcours, que je contrôle derrière, d'avoir au moins 2 véhicules qui se croisent, parce que comme ça peut permettre de ranger le peloton. Et puis, on aménage la route qui ne sont pas du tout pour les 2 roues, que ce soit les vélos, les motos et tout ce que vous voulez qui est en 2 roues. Et on le voit bien pour ceux qui font du vélo d'entraînement. Ce genre de mécanique. Ouais, effectivement. Vincent Barthaud, on va rappeler un triste événement, le décès d'un espoir du cyclisme, la mort d'un jeune coureur italien de 19 ans, Samuele Privitera, qui a chuté lors de la première étape du Tour du Val d'Aoste en Haute-Savoie. Ces accidents deviennent terribles. Aujourd'hui, il est temps de prendre des décisions, Vincent Barthaud, parce que plus personne va se dire je vais faire du vélo. Oui, non, mais encore une fois, malheureusement des décès, voilà, ça c'est un sport quand même qui est dangereux, qui est difficile, mais des chutes, certes, il y en a beaucoup plus ces dernières années, mais dans notre temps, il y en avait quand même des chutes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est que l'être humain, alors je sais pas si Pogacar il triche ou quoi, mais le coureur cycliste aujourd'hui, il est bien meilleur que dans notre période à nous, dans les années 70 ou 80. Ils sont bien mieux entraînés. Ils ont une meilleure position sur le vélo. Le matériel, on l'a dit, il a évolué. Et en dehors des 10-15 qui sont au-dessus du lot, les 200 autres coureurs, ils se valent. Ils sont valeur égale. C'est-à-dire que aujourd'hui, le peloton roule beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'en plus, avec les freins à disque, on a l'impression que c'est le dernier qui va freiner, qui va passer. Oui, parce que c'est plus rigide que les patins traditionnels que tout le monde a encore, pour ceux qui ne sont pas habitués. Ouais. Mais si vous regardez les résultats, je sais pas moi, sur une simple ascension, si vous revoyez les images du Blaireau ou de Fignon, mais ils sont à des années-lumière de Pogacar aujourd'hui. Ouais. Ça n'a plus rien à voir, le rythme, il est plus le même. Alors que ça soit dans une étape difficile, je vais vite sauter le coq à l'âne. Comme vous voyez, Gilbert, le champion du monde, Gilbert, son prénom, dites-moi, je me rappelle plus, le Belge, là, comment il s'appelle? Philippe Gilbert. Quand vous voyez qu'il n'y a pas très longtemps qu'il a gagné Paris-Roubaix, au Paris-Roubaix de ces dernières années avec Van Der Poel, il est à 1h30 de Van Der Poel. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, comme l'être humain... Non, pas 1h30. Ah si, quand il a gagné Paris-Roubaix, il est pratiquement à la limite d'être éliminé. Alors on confirmera, il n'y a pas de souci. Ouais. En tout cas, les moyennes sont effectivement très, très différentes. Vincent, juste pour conclure avec vous, Pierrick Fédrigo, sur ce vélo qui va vite, sur ces dangers, est-ce que aujourd'hui il y a pour vous, Pierrick Fédrigo, une solution? Est-ce qu'il y a la nécessité, par exemple, de brider ces vélos qui permettent d'aller plus vite? Parce que à force d'aller trop vite, les accidents sont de plus en plus mortels. Je ne vais pas dire que les premiers fautifs, ce sont les coureurs, parce que le coureur, lui, ce qu'il veut, c'est aller plus vite que celui qui est à côté. Donc, le coureur en lui-même va chercher à essayer la moindre chose pour aller plus vite. Donc, c'est compliqué, parce que on voit les coureurs, ils mettent des casques profilés, même des casques, presque des casques de contre-la-montre pour les courses en ligne. Donc voilà, le coureur, ce qu'il veut, lui, c'est aller plus vite que les autres. Donc brider les vélos, ça va être compliqué, quoi. Ça peut être compliqué. Maintenant, ils vont pas mettre, tout le monde va pas mettre des 53 avec des par 14 comme un junior, quoi, parce que sinon c'est.
Bon, c'est un vaste sujet. Oui, pour conclure, Vincent, rapidement, oui. Oui, si on veut plus de chute, et tout le monde progresse, tout le monde progresse énormément. On en a parlé tout à l'heure. Le seul truc qu'il faut faire, c'est d'arrêter de vélo. Alors, mais il y aura toujours des chutes, il y aura toujours des problèmes. Ouais. Alors, faut tout arrêter, comme ça, on sera tranquille. D'accord. Bon, c'était très intéressant d'avoir vos points de vue à tous les trois. Gilbert Duclos-Lassalle, qui est l'invité fil rouge, notre double vainqueur de Paris-Roubaix, reste avec nous pour la deuxième partie. Je salue Pierrick Fédrigo qui doit retourner au boulot et on vous suivra avec ces chambres d'hôtes, votre évolution, votre nouveau travail. Et puis Vincent, on se retrouve demain. Vous avez du boulot demain sur Sud Radio. Ah oui, là, je vais commencer à préparer l'étape pour demain. J'en ai encore pour 5 heures. Oh, ça, oui, parce que vous êtes un sacré bosseur. Bon, on se retrouve dans un instant. Les vraies voix du Tour de France. Gilbert Duclos-Lassalle reste avec nous et nous recevrons Emmanuel Hubert, le manager de Kevin Vauquelin, qui encore une fois a impressionné aujourd'hui. Emmanuel Hubert était dans la voiture juste derrière Kevin Vauquelin dans le contre-la-montre. Il sera notre invité avec aussi notre consultant Pascal Chanteur. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio fait son tour de France. Frédéric Brindel. Les vraies voix du Tour de France avec notre invité d'honneur Gilbert Duclos-Lassalle, la légende, le double vainqueur de Paris-Roubaix. Nous sommes aussi avec notre consultant. Alors, vous savez que tout le monde rentre de Péragude. Aujourd'hui, c'était le contre-la-montre de 10 km 900 pour la 13e étape entre Loudanvielle et Péragude. Et c'est une galère sans nom pour rejoindre les hôtels. Alors, j'entends le retour. Là, nous sommes avec Pascal Chanteur, notre consultant. Pascal, bonsoir. Bonjour Frédéric, écoute, tu as bien résumé la situation. Nous sommes dans une galère incroyable. Mais écoute, ça fait partie du jeu du Tour de France. Oui, parce que nous y participons joyeusement. Bon, Pascal, vous êtes où exactement? Parce que évidemment, on rappelle le principe. Une fois l'étape terminée, que les coureurs partent assez vite, ça va. Mais tous les suiveurs dont vous faites partie se retrouvent dans un énorme goulet d'étranglement où il y a les supporters et tout ça. Donc là, vous êtes où précisément? Je t'interdis de sourire. J'étais en haut pour l'arrivée. Oui. J'ai traversé le col du Perressault pour me retrouver à Luchon. Et là, j'ai fait le grand tour par Montrégeau pour les gens qui connaissent pour revenir sur Loudanvielle. Et j'arrive à Loudanvielle à l'instant. D'accord. C'est la première fois. C'est la première fois, Pascal, que vous êtes à plus d'une heure au classement général. Bon, et pendant ce temps-là, Gilbert Duclos-Lassalle, tranquillement dans sa banlieue paloise et sur son siège, en souriant, il connaît bien cela. Il connaît bien cela. Dans un instant, nous allons avoir Emmanuel Hubert, qui, même chose, est sur la route et qui essaye de se connecter. Gilbert Duclos-Lassalle, ce Tour de France, là, avec cette étape aujourd'hui remportée par Tadej Pogačar, est-ce qu'il reste passionnant et on peut imaginer que vous allez nous dire oui, notamment la lutte pour le podium? Non, il reste passionnant. Moi, j'ai toujours dit, la façon qu'au cours les équipes aujourd'hui m'ont redonné envie de regarder le vélo parce que c'était devenu trop statique, où il y avait une échappée, on les reprenait dans les derniers kilomètres. Là, on voit des belles bagarres, on voit des champions qui se battent. Et là, la deuxième, la troisième place ne sont pas acquis, même la quatrième, la cinquième, la sixième. Tout le monde va vouloir monter près de Pogačar et essayer de s'accrocher. Mais voilà, c'est ce qui va être intéressant sur la deuxième partie du Tour. D'accord, Pascal Chanteur, et notamment, on va y revenir, puisqu'on est sur le point de joindre Emmanuel Hubert, le manager de l'équipe Arkea BNB Hotel de Kevin Vauquelin. Il y a aussi cette possibilité pour Kevin Vauquelin, le Français, de jouer le podium. Encore une fois, alors aujourd'hui, sur l'étape précisément, il termine 11e, avec un retard de 2 minutes 35 sur Tadej Pogačar. Mais il est à 2 minutes seulement de Jonas Vingegaard, et au classement général, Kevin Vauquelin est 6e. Quelles sont les possibilités selon vous, Pascal Chanteur? Écoutez, Kevin s'est encore une nouvelle fois illustré aujourd'hui. Il a défendu sa position. Kevin, chaque jour, nous démontre une vaillance et des qualités sportives je pense que le public qui le scande chaque jour fait énormément pour qu'il puisse récupérer, qu'il puisse donner la quintessence de son potentiel. Donc
à l'heure où on se parle, je pense qu'on ne connaît pas encore les limites de ce garçon. Alors, il y a Donc, peut-être, après- ouais. Alors Pascal, il y a peut-être quelqu'un qui les connaît, les limites. C'est son manager, Emmanuel Hubert. Restez bien, hein, Pascal, avec le téléphone depuis Loudanvielle. Gilbert Duclos-Lassalle, comme d'habitude, facile dans le final. Il est assis dans son salon et je vois le sourire d'Emmanuel Hubert, le manager de Kevin Vauquelin. Bonsoir, Manu. Bonsoir à tous. Putain, mais Fred, je savais pas que tu avais que des champions dans ton émission. Bon, on a commencé par Hinault, Prud'homme, et puis on continue, on a eu Guimard. Voilà, on se fait plaisir. C'est que des champions, effectivement. On parlait, et Pascal en parlait redoutablement bien, à la Pascal Chanteur, c'est-à-dire il est en train d'avoir une cote de popularité exceptionnelle. Déjà, vous sentez ça? Vous l'avez suivi aujourd'hui. C'était comment le soutien du public derrière Kevin Vauquelin dans cette montée de Péragude? Il est vrai que j'ai voulu m'en rendre compte et je conduisais son directeur sportif Yvon, le Danois, et c'est vrai que j'ai vu bon nombre d'écriteaux, de panneaux, de gens scander le nom de Kevin, le prénom d'abord, et puis après plus le nom aussi. Mais ouais, non, il est en train de prendre une dimension que lui-même n'imaginait pas. Ça, c'est une certitude. Et ensuite de cela, alors c'est pas que ça le dépasse, hein, parce qu'il reste la tête froide par rapport à cela, mais voilà, c'est une vraie satisfaction. Ça devient un peu la Vauquelin Mania, ça devient un peu la coqueluche de ce Tour de France. Et après, si ta question était par rapport à ses limites... Oui, c'est ça, parce que Pascal Chanteur a un petit peu lancé le débat, alors allons-y. Déjà, Manu, vous l'avez... Bon, on se tutoie habituellement, mais on se vous voit, enfin bref, vous inquiétez pas, vous les auditeurs de Sud Radio, mais oui, tu l'as découvert dans quelles conditions? Parce que tu es son manager, tu lui as donné une chance pour rentrer chez les professionnels. Complètement. En fait, Kevin était, moi je le surveille déjà les cadets. Déjà, j'avais de bonnes infos. Un monsieur qui s'appelle Francis Mal et qui m'a mis un petit peu sur le vélo et qui pédalait dans le temps à la CBB et qui fait partie du club de Bayeux. Et il m'a dit, tiens, j'ai un gamin chez moi, ça va bien. Bon, après, ça passe à travers un peu les radars, hein, cadet, même si de plus en plus... On en parlait d'ailleurs avec Gilbert, on s'est vu il y a 3 semaines de cela, on en parlait, que de plus en plus tôt on prenait les jeunes. Et donc Kevin, c'est vrai qu'il m'est apparu comme nom en cadet. Et ensuite, après en junior, j'ai vu aussi tout de suite qu'il roulait très vite, champion de France, le contre-la-montre, la piste, tout ça, c'était de bons présages. Et ensuite, après, il est parti en espoir à Chambéry. Et à Chambéry, ça s'est pas bien passé. C'est parti un peu de travers. Bon, en plus de ça, confinement, tout ça. Enfin bref. Et son père est venu le chercher un peu en Qatar parce qu'il se sentait pas bien, Mino, c'est tout simplement. Et en fait, après, donc il est parti au club de Rouen. Et là, Jean-Philippe Yon, qui est un ami depuis très longue date, hein, depuis presque 40 ans, me dit, Manu, moi j'ai un gamin, ça va vraiment bien. Il sait rouler vite, il a une tête bien faite. Écoute, on va avoir du mal à connaître le bout de ce gamin. Ah, écoute, bon. Et d'où l'importance de tous ces recruteurs qui sont en lien directement avec les équipes. Juste, je reviens, Manu, mais Gilbert Duclos-Lassalle. Bon, Gilbert, je vous ai toujours branché sur le fait que vous étiez un showman. Moi, j'ai vu Gilbert Duclos-Lassalle sur la piste à Bercy, du temps où il y avait les 6 jours. Gilbert faisait le show comme Johnny Hallyday. C'était vraiment kiff-kiff. Est-ce que le Kevin Vauquelin, vous l'avez vu, Gilbert, est-ce qu'il a ce sens du contact, ce sens du show? Est-ce qu'il va y avoir une Vauquelin Mania, Gilbert? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, les cyclistes n'ont plus la même liberté. On peut en parler. Je pense qu'il fait partie de ces coureurs qu'aujourd'hui le public français attend, espère le voir aller sur le podium, et l'année prochaine, peut-être de le dire qu'il va gagner le Tour. Mais je crois qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut le laisser mûrir. Et il l'a dit, Manu, c'est un garçon qui vient d'un milieu complètement simple. Et je crois qu'il a des qualités. Après, déjà, s'il fait un top 10, voire un top 5, là, ça sera un tour extraordinaire
pour lui et pour son équipe. La sagesse de Gilbert Duclos-Lassalle. Pascal Chanteur, quelle image il a dans le peloton français, Kevin Vauquelin, vous qui êtes le président du syndicat des coureurs, est-ce que c'est quelqu'un qui compte, qui s'est déjà imposé? Alors il est encore jeune, hein, il est en liste pour le maillot blanc, hein, du meilleur jeune, mais qu'est-ce qui ressort de ce personnage Kevin Vauquelin? Écoutez, non, mais il est très apprécié dans le peloton, ça c'est déjà quelque chose d'important. Mais très rapidement, hein, moi j'ai pratiquement tous les jeunes coureurs lorsqu'ils passent néo-pro en formation, et j'avais tout de suite, je m'étais tout de suite aperçu que c'était quelqu'un qui avait la lumière bien allumée partout. Il comprenait vite, il pigeait vite les situations qui pouvaient l'entourer. Et ça, déjà, ça montre de nombreuses qualités. Vous savez, le fait d'être déjà alerte intellectuellement, c'est aussi quelque chose de fondamental pour être un bon coureur cycliste. Très important. Alors on y vient à la question Manu Hubert. Je le rappelle, vous les auditeurs de Sud Radio, nous avons la chance d'avoir le manager de l'équipe Arkea BNB Hotel, le manager du premier français du classement général, Kevin Vauquelin. Jusqu'où peut-il aller, Manu Hubert? Est-ce qu'un podium est envisageable? Podium, je ne sais pas. Moi, je dis toujours qu'il faut aller jour par jour et chaque jour suffit à sa peine. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il a les qualités physiques, il a aussi le mental. Il s'est beaucoup surpris hier et en fait, il s'est repris et je pense que ça va lui servir de gouverne. C'est que dans le Soulor, je ne sais pas si ça s'est remarqué, mais d'une part, il pétouille un peu et ensuite de cela, je pense qu'il commence à glisser sur le plan psychologique, mais en fait, il y a son équipier qui est avec lui, qui le ressaisit, et en fait, il s'est surpassé, et il a réussi à retrouver les facultés pour justement rentrer, suivre, et se faire la peau dans le dernier col. Donc ça lui servira, mais demain, c'est quand même une étape bien difficile. Ouais. En 110 km, vous avez 4 cols. Donc allez, comme j'ai dit, il faut chaque jour. Si demain ça passe et qu'il est encore en la même position, eh ben là on pourra envisager que ça peut passer pour après, ouais. Et là commencer à voir entre 5 et 10. D'autant que sur les adversaires, Gilbert Duclos-Lassalle pour le podium, Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, Remco Evenepoel, double champion olympique, Florian Lipovitz, récent podium sur le Dauphiné, Oscar Hanley qui est un espoir, qui est un peu comme Kevin Vauquelin, et puis après il y a Primož Roglič, vainqueur du Tour d'Espagne, du Tour d'Italie, Johansen, bref, il y a une dizaine de coureurs encore pour le podium, Gilbert, non ? Oui, tout à fait. Il y a une dizaine de coureurs qui sont sur le podium. Mais comme j'ai toujours dit, la dernière semaine est beaucoup plus facile à contrôler. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel l'a très bien compris. Il faut qu'il passe cette étape des Pyrénées. Et après, voir les prochaines étapes, voir comment ça va se passer pour Kevin. Et après, toutes les équipes vont vouloir défendre leur place. La place de 5e, de 6e, de 7e. Et ils arriveront à aller sur le podium que s'il y a des coureurs qui ont une mauvaise journée. Ouais. Bon, Manu Hubert, avant de vous libérer, il y a cette histoire d'équipe, donc Arkea BNB Hotel, c'est aussi l'enjeu de ce Tour de France, toujours pas de sponsor, ça veut dire que peut-être l'année prochaine, l'équipe met la clé sous la porte. On n'est pas inquiet pour Kevin Vauquelin, quoi qu'il arrive, bien sûr. Où ça en est des tractations pour la suite de l'équipe Manu Hubert ? Ben écoute, Fred, hein, en toute sincérité, en toute franchise, comme je l'ai dit à beaucoup de tes confrères, aujourd'hui, je ne suis pas en train de choisir la couleur du maillot. Donc, ça veut dire qu'on est quand même un poil loin encore de closer quelque chose. Mais voilà, je ne désespère pas. Moi, je suis quelqu'un qui croit toujours et je vois surtout le verre à moitié plein et non à moitié vide. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui se réveille. Il y a, dans les prospects, il y a des gens intéressés. Maintenant, on n'est pas en train de choisir la couleur du maillot, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant que je dise, bah oui, ça y est, on a trouvé. Donc petit à petit, ça se fait. Il y a des choses qui se sont défaites assez régulièrement, qui étaient de bon augure. Et donc c'est pour ça, je veux dire, aujourd'hui, d'une part, je ne peux pas dire qui est en prospection ou qui est en finale. Pourquoi ? Parce que j'ai quand même beaucoup de clauses de confidentialité aujourd'hui de signer. Mais voilà, j'espère
Maintenant, je ne peux pas cacher que je suis encore à l'état aujourd'hui de l'inquiétude. Ouais. Et Manu, encore 1000 merci d'avoir répondu à nos questions, parce que il y a le stress de la course avec le classement général, il y a le stress de retour. Bon, ça fait beaucoup de stress pour un seul homme, mais un homme qui a du cœur, et ça, je le sais. Merci beaucoup, Manu Hubert. Je suis bien entouré. Bon. Puis, non, mais ça a été un plaisir d'être avec Gibus, avec Chanchan, et puis mon préféré joueur de piano, Frédéric Brandel. Ah, c'est gentil. Merci, Manu. Un petit mot, Pascal Chanteur. Merci, Manu. Hein, on te libère. Merci bien. Pascal Chanteur, c'est de plus en plus dur, hein, rapidement, hein, pour les équipes, pour trouver un sponsor. Hein. Non, mais Manu a tout dit, mais encore une fois, cette équipe a une forte connotation française, très important, avec une équipe de formation, une équipe de féminine. C'est quelque chose de très important, hein, dans l'écosystème du cyclisme français. Manu et son équipe, quand je parle de son équipe, c'est tout son personnel, c'est 150 personnes. Donc c'est quelque chose de fondamental, et j'espère de tout mon cœur qu'un partenaire, parce qu'encore une fois, hein, c'est pas, on parle de 30 millions, on parle de 40 millions, on parle de 60 millions pour certaines équipes. Manu, c'est pas ça. C'est un peu moins, et ça fait vivre 150 personnes, et les retombées d'image et médiatiques sont énormes. Merci beaucoup, Pascal. Oui, très rapidement. Qui su le mettre en évidence. Bon, merci beaucoup, Pascal. Rendez-vous demain sur l'antenne de Sud Radio. Gilbert Duclos-Lassalle, on va conclure ensemble, mais nous sommes avec Alexandre Priam, qui est notre monsieur Tour de France du week-end. Alexandre, aujourd'hui, qui était dans la montée entre Loudanviel et Peyragudes. C'était comment aujourd'hui, Alexandre Priam? Une ambiance de feu, hein? Ouais, et c'était franchement extraordinaire. Bonsoir à tous. Ouais, c'était extraordinaire des premiers virages de Loudanviel jusqu'à la rampe de l'Altiport. C'était absolument exceptionnel. Il n'y avait pas un mètre sur ces 10 km 900 qui n'était pas garni de maillots, de cris, de drapeaux, de banderoles. C'était complètement dingue. Et chaleur terrible en plus. Chaleur terrible, Alexandre. Chaleur terrible, parce que c'est vrai que vous allez chercher de l'altitude, 1600 mètres en haut à Peyragudes, vous perdez un petit peu en degrés, mais par contre le soleil tapait extrêmement fort. On voyait les coureurs passer vraiment au bout d'eux-mêmes, juste au moment d'attaquer la rampe. C'était absolument terrible à voir. Une ambiance extraordinaire. Demain, quelle heure à l'antenne sur Sud Radio spécial avec vous, Alexandre Priam? Demain dès 16h à l'antenne sur Sud Radio pour l'arrivée, pour suivre cette arrivée à Super-Bagnères, une arrivée que l'on n'a pas vue depuis plus de 30 ans. Frédéric Brandel. Et oui, je sais que tu le sais. Et c'est une étape demain qui aura le petit tampon 1986. Elle est importante, cette étape demain. Il y aura beaucoup d'histoires à évoquer sur Sud Radio. On sera là. C'est génial. 18h avec Vincent Barthaud et Pascal Chanteur. Merci Alexandre. Bon, mon Gilbert Duclos-Lassalle. On a passé 10 années ensemble sur les antennes de Canal à commenter la Coupe de France. C'est un plaisir, Gilbert. Un papy heureux, le petit-fils, comme le fiston, finalement, court aussi, hein? J'ai un petit-fils qui court, puisqu'il est dans une équipe espagnole. Maintenant, on regarde. J'ai eu le fils, je regarde le petit-fils qui va faire. Il faut qu'il fasse ses preuves de lui-même tout seul, et peut-être que plus tard on le verra dans des grandes courses. Encore un Duclos-Lassalle. Merci à vous tous. On est un petit peu en retard, désolé, mais il y avait tellement de champions au mètre carré. À bientôt, Gilbert Duclos-Lassalle sur l'antenne de Sud Radio. Tout de suite du côté des commerces, direction Dijon avec Laurie Leclerc. Rendez-vous demain pour les vraies voix, et merci à Julien Delmas, notre réalisateur. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai.